Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Ouverture ce matin à Cotonou du séminaire sur l'enseignement de l'éducation sportive, technique et professionnelle. La rencontre a pour objectif de rendre plus dynamique cette discipline. Lancement de la première cohorte du programme de formation et d'autonomisation des jeunes dans le domaine du numérique. C'était ce jeudi à Cotonou. Et puis, des centaines de jeunes Africains assistent depuis ce matin au sommet France-Afrique à Montpellier, une rencontre présidée par le président Emmanuel Macron. Bienvenue à toutes et à tous. Le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a officiellement lancé ce matin à Cotonou le séminaire sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ce séminaire a pour objectif de redynamiser l'enseignement de cette discipline dans les lycées et collèges du Bénin. Samson Oké pour le compte rendu. Éducation physique et sportive, une discipline d'enseignement à part entière. Sa finalité, la formation d'un citoyen épanoui, équilibré et capable de performances physiques et sportives en vue de son insertion sociale. Mais aujourd'hui, cette discipline semble perdre, selon les acteurs, sa crédibilité dans sa démarche d'enseignement, apprentissage, évaluation. C'est pour relever ces nombreux défis que ce séminaire a été initié. Vous connaissez mieux que moi les mots qui minent l'enseignement de cette discipline et qui ternissent son image. Il est donc temps, grand temps, que des réformes hardies soient opérées et que des innovations pertinentes soient mises en œuvre pour permettre à l'EPS d'atteindre ses finalités. C'est d'ailleurs pourquoi je voudrais remercier l'inspecteur général pédagogique du ministère pour avoir pris l'initiative d'organiser ce séminaire qui, de par ses objectifs, s'inscrit parfaitement dans le champ des réformes opérées dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. Thème retenu, éducation physique et sportive à l'heure des réformes dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. Défis et perspectives. Il s'agit donc de la redynamisation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les lycées et collèges du Bénin. Le présent séminaire doit permettre de répondre fondamentalement à 3 questionnements didactiques, à savoir quoi enseigner, comment enseigner et comment évaluer. Je demeure convaincu que les participants à ce séminaire, qui constituent la nosphère de la discipline, apporteront des réponses à ces questionnements. À cet atelier participent une 50aine de personnes, à savoir des enseignants-chercheurs de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive, INJEPS, des inspecteurs et conseillers pédagogiques d'éducation physique et sportive. Au terme des travaux, plusieurs décisions seront prises pour améliorer l'enseignement de l'éducation physique et sportive au Bénin. La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, et son collègue en charge des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, ont procédé hier au lancement de la première cohorte du programme de formation et d'autonomisation des jeunes dans le domaine du numérique, dénommé LEARN. Clémence Tonoukoua pour le compte rendu. 50 jeunes béninois bénéficient du programme Levier d'apprentissage et de reconversion dans le numérique LEARN. Ce programme est destiné à les préparer au métier de développeur d'applications web ou mobiles. Initié par le gouvernement, le programme LEARN vise à promouvoir les compétences numériques et à accélérer l'impact social de la révolution numérique en cours au Bénin. Pendant 6 mois, 50 jeunes béninois sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national recevront une formation intensive dans le domaine du codage numérique, codage informatique en particulier. Après une petite remise à niveau en anglais, les différents enseignements prévus leur permettront de maîtriser donc, le développement mobile, web, et donc ils seront capables à l'issue de ces formations
développer les applications mobiles, les plateformes web, de se mettre au service de la transformation numérique des entreprises et des institutions. C'est un programme certifiant dispensé par un prestataire de référence qu'on connaît bien dans notre écosystème Epitech et qui est sanctionné par un titre reconnu mondialement. Après ces mots de remerciement à l'endroit du gouvernement et des partenaires, la représentante des lauréats a pris au nom de ses pairs l'engagement de donner le meilleur d'eux-mêmes tout au long de la formation. Nous sommes conscients du sérieux, de l'engagement et de la détermination que requiert ce programme aux différents modules, bien sûr, enrichissants. La pertinence de ce programme n'est plus à démontrer. Et s'il y a une chose que nous, lauréats de la première cohorte de ce programme, pouvons vous promettre, Madame la Ministre, c'est d'être à la fin de cette formation intensive des professionnels prêts à mettre à profit leurs nouvelles compétences dans le domaine du numérique auprès des entreprises et participer activement à l'accélération de l'impact de la révolution numérique en cours au Bénin depuis 2016. En plus de la gratuité de la formation, le gouvernement offre aux lauréats un bouquet d'accompagnement constitué d'un ordinateur et d'un appui financier. Le Bénin a célébré hier la 3e édition de la Journée mondiale du coton. À l'occasion, il a été organisé un panel sur la route du coton à la salle de conférence de la CCIB pour mettre en exergue les progrès réalisés par le Bénin dans le secteur. On retrouve Clémence Tounoukoy. En présence de quelques acteurs de la filière coton, la ministre de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont au cours de ce panel passé au peigne fin les prouesses réalisées par le Bénin dans le secteur. Les difficultés qui entravent l'essor de la production du coton n'ont pas été occultées. Dans son intervention, la ministre de l'Industrie et du Commerce a fait remarquer que le coton contribue à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Le coton mérite d'être célébré au regard de son importance économique et sociale. Le coton est un produit qui, historiquement, a été présent dans notre environnement physique, économique, social et culturel. Et il l'est encore aujourd'hui et le restera demain et pour toujours. Aujourd'hui, ce produit continue de jouer un rôle capital dans les économies de nombreux pays du monde, notamment dans les pays africains et particulièrement ceux du C4 dont le Bénin, où il contribue à la réduction de la pauvreté, à la satisfaction des besoins d'éducation, de soins de santé, à la croissance économique et enfin à la garantie de la paix, de la dignité, de la prospérité, en participant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable. Les chiffres à l'appui, le ministre de l'Agriculture a démontré les progrès du Bénin en matière de production du coton. De 269 000 tonnes en 2015, le Bénin est passé à 730 000 tonnes entre 2019 et 2020. À en croire Gaston Kossidossoui, le coton est essentiel dans l'économie du Bénin. Le coton est essentiel dans l'économie du Bénin. Essentiel. Premier produit d'exportation, un poids non négligeable dans le produit intérieur brut et le produit intérieur brut agricole surtout. Le coton a contribué à développer des projets communautaires, de centres de santé, d'écoles, de puits. Si nous pouvons continuer dans cet élan-là, le Bénin ne pourra que se sentir mieux. Le faible niveau d'industrialisation de notre pays contraint à l'exportation d'une grosse partie de la production. La préfecture d'Aplahoué a organisé hier son 2e conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2021, mobilisation des ressources financières locales et réalisation des projets communautaires ont été quelques-uns des sujets débattus lors de cette séance. Jonas Bouti pour le point.
Se réunissant 2 fois par an pour harmoniser les politiques de développement socio-économique et culturel des communes. Avec le programme d'action du gouvernement, ce 2e conseil départemental de concertation et de coordination s'est penché sur les voies et moyens qui s'offrent aux communes du Koufo pour la mobilisation des ressources financières locales. Que faisons-nous pour que la TDL puisse être perçue par les communes afin de destiner ces ressources-là dans les services sociaux de base? Des réformes sont en cours aujourd'hui dans le secteur de la décentralisation. Que faisons-nous pour convaincre le gouvernement à transférer beaucoup de fonds aux gouvernements locaux afin que les services sociaux de base puissent être adressés vers les communautés de manière à créer un mieux-être autour de nous tous? Certaines communes du Koufo se sont distinguées par des efforts remarquables dans la mise en œuvre des projets communautaires et communaux. Le préfet Christophe Megbedji souhaite une synergie d'action avec les communes qui sont encore à la traîne. Et vous avez le représentant de ACES qui va nous présenter aussi les efforts que nous avons accomplis dans la mise en œuvre des sous-projets communautaires et des sous-projets communaux. Ces efforts sont en train d'être salués, mais nous avons quelques problèmes au niveau de certaines communes. Nous allons nous mettre ensemble pour trouver des solutions pour qui se posent. Les ressources minières étant les seules à portée de main dans les communes, le directeur départemental des mines a outillé les maires du Koufo par rapport à la collecte des tasses de développement local sur l'exploitation des carrières. Le maire a le pouvoir de fermer sans complaisance les carrières illicites. Et par ce taxe, le maire participe au recouvrement des tasses. Pour sa commune, tout d'abord, en nous aidant à restructurer l'artisanat minier, l'exploitant se retrouvera mieux par ses revenus. La commune aura sa part par les redevances, la taxe de développement local et le niveau central aussi aura les redevances qu'il redistribue après aux communes. Le préfet du Koufo a, à l'occasion, attiré l'attention des maires sur la pertinence des réformes annoncées dans la gouvernance locale au Bénin. Et à l'en croire, ces réformes ne visent qu'un meilleur impact du développement à la base. Ouvrons la page inter de cette édition, donner la parole à la société civile plutôt qu'au chef d'État. C'est l'objectif du nouveau sommet Afrique-France qui s'est ouvert ce jour à Montpellier. Des rencontres, des tables rondes entre sociétés civiles africaines, françaises et celles de la diaspora sur des sujets économiques, culturels et politiques. Emmanuel Macron souhaite rénover les relations avec l'Afrique en développant par exemple un fonds d'innovation pour la démocratie de 30 millions d'euros afin de soutenir la société civile et la jeunesse africaine. On l'écoute. Ce qui a cette histoire si particulière a d'abord et avant tout une responsabilité, un devoir. C'est de répondre aux aspirations et aux demandes de la jeunesse africaine et c'est d'avoir des projets qui correspondent à ces aspirations et à ce qu'elle nous demande de faire. Parce qu'il vient d'ici. Notre pays s'est construit dans ce rapport à l'Afrique. Et nous avons près de 7 millions de Françaises et de Français dont la vie est intimement, familialement, de manière directe, en première ou deuxième génération, liée à l'Afrique. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un projet d'avenir pour la France. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité. Et le sommet France-Afrique intervient alors que les relations entre la France et certains pays africains sont au plus bas. Les sujets qui fâchent seront sur la table, promet l'entourage d'Emmanuel Macron. On en parle avec nos confrères de RT France. Entre Emmanuel Macron et certains pays d'Afrique, il y a de l'eau dans le gaz. L'Algérie, dernier exemple en date, est montée au créneau après des propos du président français qualifiés d'irresponsables. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit « tout le problème, c'est la France ». L'histoire officielle est totalement réécrite et ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui, il faut bien le dire, repose sur une haine de la France.
Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? C'est la question. Il y avait de précédentes colonisations. Moi, je suis fasciné de voir la capacité qu'a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie et la domination qu'elle a exercée. Voilà comment, d'une pierre deux coups, on fâche et l'Algérie et la Turquie. Quand Alger parle de faillite mémorielle, Ankara accuse Emmanuel Macron de populisme. Ces déclarations populistes sont mauvaises au plus haut point. S'il a des choses à nous dire, qu'il nous les dise en face et pas dans notre dos. Nos partenaires étrangers ont besoin de décoloniser leur propre histoire. Ils ont besoin de se libérer de certaines habitudes, de certains comportements, de certaines visions qui sont intrinsèquement liées à la logique incohérente portée par la prétendue civilisation de l'Occident, qui a été la couverture idéologique pour essayer de faire passer le crime contre l'humanité. Cette décolonisation opérée s'annonce comme une priorité pour faire en sorte que ce que je qualifierais de faillite mémorielle, que trahissent les propos concernant l'Algérie, qui ont été tenus récemment par les autorités françaises. L'Algérie qui est loin d'être le seul pays d'Afrique en bisbille avec la France. Peu avant cet épisode, le Mali avait accusé les autorités françaises d'abandon en plein vol après la décision du retrait de la force Barkhane du Sahel. Accusation inacceptable et indécente pour l'exécutif français. J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Alors qu'hier a été rendu l'hommage national à Maxime Blasco, c'est inadmissible. C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement issu de 2 coups d'État. Maladresse ou sentiment d'hyperpuissance, Emmanuel Macron n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 2017, en marge du sommet du G20, le président français s'est attiré les foudres de la presse étrangère et des réseaux sociaux lorsqu'il a déclaré cette phrase. Quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros. Vous ne stabiliserez rien. Il n'en a pas fallu plus pour taxer le chef de l'État français de raciste, de condescendant, avec une vision colonialiste. Emmanuel Macron en Afrique, c'est un président aux prouesses humoristiques qui laisse un peu à désirer. Au printemps 2017, peu de temps après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron évoque les kwassa-kwassa, de petites embarcations comoriennes. C'est à Mayotte, le kwassa-kwassa. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comorien, c'est différent. Une blague qui avait choqué plusieurs internautes ainsi que plusieurs personnalités politiques, tant le sujet de l'immigration est sensible à Mayotte. Il faut savoir que les kwassa-kwassa sont utilisés par des migrants de l'archipel des Comores pour rejoindre l'île française. Depuis 1995, on déplore au moins 10 000 morts à la suite de naufrages de ces embarcations. Autre blague un peu douteuse d'Emmanuel Macron, 4 mois plus tard, lors de sa première tournée sur le continent africain, c'est au Burkina Faso. Une étudiante l'interpelle sur les problèmes d'électrification du pays. Et voici ce que lui répond Emmanuel Macron. Vous me parlez comme si j'étais une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Il est parti réparer la climatisation. C'est ce que déclare Emmanuel Macron au moment où son homologue burkinabé rock, Marc-Christian Caboret, se lève. Une boutade, dit le président français, qui a beaucoup fait jaser. Et pour certains, elle était scandaleuse, à la limite du racisme, mais pas pour le locataire de l'Élysée. Nous plaisantons. Cela a fait rire le président burkinabé. Tout ça est ridicule. Le rire est une relation d'égal à égal. Le rire, une relation d'égal à égal. Mais le président français, se serait-il permis une telle boutade face à un dirigeant non africain? Donald Trump, Vladimir Poutine ou alors Xi Jinping? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron n'est pas le seul président français à avoir défrayé la chronique en Afrique. Plus de 10 ans après, tout le monde se souvient du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy qui estimait, je cite, que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire, laquelle a l'air de se répéter. Et puis la Guadeloupe se remet lentement d'un été cruel, retour progressif à la vie normale avec entre autres la levée des limitations de déplacement, mais la situation reste compliquée sur l'archipel. L'obligation vaccinale des citoyens ainsi que le pass sanitaire sont toujours très contestés par la population. Le calme aura bientôt fini de régner. À partir de ce vendredi, l'activité habituelle va pouvoir reprendre dans le port de la commune du Gosier. Depuis le 4 août dernier,
Les déplacements des Guadeloupéens sont limités à un rayon de 10 km maximum autour de leur habitation. Les habitants de l'archipel sont également soumis à un couvre-feu entre 20h et 5h du matin. Le taux d'incidence est en dessous de 75, puisqu'il est de 63, je crois, pour la semaine écoulée. Le taux de positivité est en dessous de 5% et la pression à l'hôpital est redevenue à une pression qui existe toujours, puisque les plans blancs sont toujours activés. Mais en revanche, c'est une pression qui est aujourd'hui beaucoup plus supportable que ce que nous avions connu pendant le pic de l'épidémie. Et donc, nous pouvons confirmer l'entrée dans une phase de déconfinement. Le couvre-feu est maintenu, comme je l'avais annoncé vendredi dernier, mais il est repoussé à 22h jusqu'à 5h du matin. Et en revanche, la règle de libre circulation redevient la règle normale, devrais-je dire. Il n'y a donc plus de restrictions liées à un confinement avec une zone de 10 km. L'ensemble de la circulation devient libre sur le territoire de la Guadeloupe à compter de vendredi matin. Pas de changement en revanche pour les horaires d'accès aux plages et aux rivières, de 5h à 11h le matin, puis de 15h à 18h l'après-midi. Les bars et discothèques restent fermés et ne pourront rouvrir qu'au moment du déconfinement total, dont la date n'est toujours pas connue. En Guadeloupe, 44% seulement des plus de 18 ans ont reçu une première dose contre 89% en métropole. Il faut dire que le débat sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certains professionnels est assez virulent dans l'archipel, la contestation sociale s'exprimant jusque dans les établissements de santé. Ce qui se passe dans nos hôpitaux est vraiment pas joli, parce qu'il y a des personnes qui font des actions de sabotage à l'intérieur des établissements. À titre d'exemple, ils ont déversé de l'huile de vidange dans les services des ressources humaines du CHU ces derniers jours. Ils mettent de la colle dans les serrures, ils bloquent certains accès qui font clairement qu'il y a probablement des désorganisations, voire des pertes de chance pour les patients. Donc je comprends qu'on puisse s'exprimer, mais là c'est vraiment des actes qui sont des actes répréhensibles. Selon les chiffres de l'Agence régionale de santé, plus de 800 personnes sont décédées à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. La prochaine phase du déconfinement est annoncée pour le 22 octobre prochain, si les indicateurs sanitaires continuent de baisser. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.